Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce live de 1538. C'est le premier du genre et on met à profit le confinement comme on peut ce soir. Nous allons discuter avec les journalistes de notre rédaction de notre tout nouveau dossier qui est depuis quelques jours et qui s'intitule EastMed au cœur des enjeux gaziers en Méditerranée. Ce dossier qui a été écrit et monté par la rédaction de 1538 a deux objectifs. Le premier, c'est de comprendre un peu mieux ce qui est en train de se passer en Libye aujourd'hui. Et le deuxième objectif, c'est d'étudier les enjeux qui vont se poser dans la région aujourd'hui et dans les années à venir en termes de gaz. Puisque l'autre partie de l'accord qui existe aujourd'hui entre la Turquie et la Libye, la Turquie qui participe désormais à la guerre en Libye, l'autre partie de l'accord est un accord qui a pour but, entre autres, les hydrocarbures et le gaz. Donc c'est ce que nous allons aborder ce soir avec les journalistes de 1538, avec nous Colline Charbonnier qui est à Marseille, Inès Gilles qui est habituellement à Jérusalem, Nina Ubina qui est à Marseille aussi et qui écrit sur l'Égypte, et Mathieu Galtier qui est à Tunis et qui écrit sur la Tunisie et la Libye. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va commencer avec une question pour Mathieu, puisque c'est comme ça qu'a démarré ce dossier, finalement, l'idée de ce dossier. Quand tout début d'année 2020, on a entendu que la Turquie allait prendre part à la guerre en Libye. Alors, Mathieu, est-ce que tu peux nous expliquer où en était cette guerre à la fin de l'année et à la fin de l'année 2019, et qu'est-ce qui s'est passé depuis que la Turquie prend part au combat? Alors, à la fin de l'année 2019, la situation en fait n'avait que très peu évolué par rapport au début de l'offensive de Khalifa Haftar qui datait du 4 avril 2019, à savoir que les troupes de Haftar étaient à une quinzaine de kilomètres du centre de Tripoli, mais sur le sol n'avançait pas. En tous les cas, ça faisait des mois, le front était stabilisé au sol. Par contre, au niveau des airs, il y avait énormément de bombardements, d'utilisation de drones émiratis, conception chinoise, mais achetée par les Émiratis. Et quand j'étais rendu à Tripoli au début de l'année 2020, c'était effectivement ce que craignait le plus la population, c'était ces bombardements. Et du coup, l'accord, donc les Turcs, en début d'année 2020, ont signé un accord autorisant l'armée turque à venir en Libye. Donc ça a redonné pas mal de courage aux combattants et aux brigades de Tripoli, même si dans les faits, au début de l'année, on ne voyait pas beaucoup de différence, et voilà, ça avait regonflé les troupes, on va dire, et petit à petit, en fait, l'utilisation assez massive de drones turcs et de combats venus via la Turquie a permis effectivement de changer la situation et à faire reculer les troupes de Haftar qui depuis mai, donc depuis le début du mois de juin, donc officiellement ne sont plus dans ce qu'on appelle l'entrée et ont quasiment disparu d'ailleurs de l'ouest libyen. Donc ça a été un vrai changement au niveau sur le terrain militaire. Cet apport turc au sol et au. Alors, je le disais au début, il y a une deuxième partie dans cet accord que signe
les Turcs et les Libyens et qui permet cette intervention armée turque sur le territoire. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle était cette deuxième partie de l'accord qui concerne les eaux territoriales? Oui, tout à fait. C'est très important à noter, il date de la fin d'année 2019. C'est-à-dire qu'il est antérieur à l'accord, le texte du Parlement turc qui autorise l'envoi d'armes turques et de militaires de soldats sur le sol libyen. Donc cet accord d'hydrocarbures, en fait, permet à la Turquie, le gouvernement de Tripoli, donc le gouvernement reconnu par la communauté internationale, autorisait la Turquie, les sociétés turques, à explorer et à entrer à utiliser le sous-sol libyen qui appartenait à la zone, donc à la ZEE, la zone exclusive économique, qui normalement est réservée à un seul pays, donc a été vraiment appartenait à la Libye. Là, les Libyens autorisaient les Turcs à venir, à se prospecter, à faire voilà, à sonder le sous-sol marin, parce qu'on suspecte éventuellement des gisements sur place, comme comme l'Égypte a pu en découvrir, ou Israël, enfin de nombreux pays méditerranéens. Et ça permettait aussi aux Turcs de faire pièce, puisque cette zone économique était située en fait géographiquement dans l'est libyen, permettait aussi un peu de couper le projet entre Israël et la Grèce. Donc voilà, c'était un peu coup double pour les Turcs. Ça leur permettait à la fois de faire des prospections, et aussi de mettre leurs navires et de regarder un peu ce qui se passe, éventuellement de freiner ou de limiter le développement de ce projet gazier. Alors, on va revenir sur justement ce projet EastMed qui pourrait être contrarié par cet accord entre les Libyens et les Turcs. Mais juste avant, Mathieu, cette intervention de la Turquie en Libye, en 5 mois, elle a changé les choses d'un point de vue militaire. Mais d'un point de vue de la société, comment est-ce qu'elle est perçue? Comment est-ce que les Libyens vivent le fait que les Turcs sont maintenant dans le groupe de ces pays étrangers qui s'impliquent sur le terrain? Et est-ce que c'est habituel pour les Libyens que la Turquie soit un tel partenaire de leur pays? Cette fois, c'est sur le plan militaire, mais est-ce qu'il l'avait été avant dans d'autres domaines? Oui, bien sûr. Dans le domaine économique, la Turquie a toujours été très présente en Libye. C'est le premier exportateur. Enfin, pour la Libye, c'est le premier client. La plupart des biens de consommation courants viennent de Turquie. Donc, et c'est pas surprenant de voir la Turquie, notamment dans l'ouest libyen, parce qu'elle a des connexions historiques très étroites avec la ville de Misrata et le port de Misrata. Voilà, militairement, effectivement, c'était une nouveauté. Après, donc moi, j'étais à Tripoli, c'était en février, et à ce moment-là, pour les Tripolitains, c'était vraiment à très court terme. C'était vraiment, il faut absolument empêcher Haftar de pénétrer dans Tripoli, pardon. Donc, voilà, les Turcs sont les seuls à accepter. Ils le font aussi de manière officielle, donc par cette loi qui a été votée au Parlement en début d'année. Donc, bienvenue à eux. Même si, à l'époque, déjà, les Tripolitains nous disaient, le problème, c'est qu'ils vont être là, ils vont nous aider, mais vont vouloir rester, des contreparties, et que, voilà, pour un certain nombre d'entre eux que j'ai pu interroger, la Turquie, c'est pas forcément, la Turquie d'Erdogan, c'est pas forcément leur premier choix, mais à ce moment-là, c'était l'unique choix. Pour eux, c'était vraiment la seule solution pour éviter que Haftar n'entre dans le pays.
Et effectivement, le maréchal Haftar et ses troupes ont beaucoup reculé depuis. Merci Mathieu. Tu disais justement que l'accord entre les Turcs et les Libyens, cet accord dans les eaux territoriales, allait peut-être contrarier un autre accord. Et donc cet accord, ce projet qui s'appelle EastMed, c'est en fait un projet de pipeline de gazoduc d'environ 2000 km de long qui irait de l'est de la Méditerranée au large d'Israël jusqu'en Italie en passant par la Grèce et par Chypre. Et en fait, l'accord signé entre les Turcs et les Libyens sur les eaux territoriales ferait qu'une partie de ce projet de gazoduc serait dans un territoire qui deviendrait un territoire turc et donc pourrait poser problème. Alors, ce projet, EastMed, il a de l'importance pour toute la région méditerranéenne, pas uniquement pour les Turcs, pas uniquement pour les Grecs et pas uniquement pour les Italiens. Aujourd'hui, la Méditerranée n'est pas une région, n'est pas la plus grande région en termes de gaz dans le monde. Ce ne sont pas les pays dont on a l'habitude de parler quand on parle des problématiques du gaz. Mais pour donner un exemple en termes de consommation en 2018, la région méditerranéenne, donc tous les pays du pourtour, c'est 9% de la consommation en gaz du monde entier. Et dans cette région, il y a l'Algérie qui fait partie du top 10 des pays producteurs de gaz au monde. Et il y a 3 grands pays considérés comme étant exportateurs de gaz, l'Algérie, la Libye et l'Égypte. Et nous allons parler de l'Égypte avec Nina. Nina, l'Égypte a un profil très particulier parce qu'elle est désormais un pays exportateur de gaz et ça, c'est très nouveau. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a changé et comment ça a pu changer? Alors en fait, l'Égypte était historiquement un pays exportateur de gaz jusqu'en 2010. Le gaz en fait représente une des 4 grandes rentes de l'économie égyptienne, avec le canal de Suez, le tourisme et les transferts d'argent des expatriés. Donc le gaz, ça a toujours été un des moteurs de l'économie égyptienne, et donc notamment les exportations. Mais en 2010, ce qui s'est passé, c'est que la courbe de la consommation intérieure a dépassé la courbe de la production. Et du coup, l'Égypte s'est retrouvée obligée d'importer du gaz, alors même qu'elle est un pays producteur très important. Dans le même temps, il y a eu donc évidemment le soulèvement en 2011 et puis les attaques des groupes islamistes armés dans le Sinaï contre les pipelines qui permettaient d'exporter du gaz vers Israël. Donc en plus, les capacités physiques d'exportation de gaz ont été mises à mal. Et puis donc du coup, les exportations ont largement baissé pendant les années qui ont suivi, enfin après 2010. Mais ensuite, en 2015, il y a eu la découverte d'un énorme champ gazier géant, Zohr, donc par l'entreprise italienne Eni. Et à partir de là, en fait, ça a été le début de la remontée de la courbe à la fois de la production et ensuite des exportations. Et on est revenu à une courbe d'exportation qui passe au-dessus de la consommation intérieure en 2018. Donc l'Égypte est redevenue exportatrice de gaz, effectivement, en 2018. Et aujourd'hui, comme il y a ce très gros gisement Zohr, plus d'autres gisements qui ont été découverts dans le delta du Nil, dans d'autres zones du pays, dans le nord de l'Égypte depuis 2015, du coup, on a une capacité de production qui est encore plus importante. Et comment est vu en Égypte ce projet de gazoduc EastMed? Alors, de la part de la population, j'aurais du mal à le dire, mais par contre, du point de vue du gouvernement, des autorités égyptiennes, évidemment, il est pas vu d'un très bon œil, le projet EastMed, parce qu'en fait, ça court-circuiterait le projet global de développement du secteur des autorités égyptiennes, puisqu'en fait, l'ambition aujourd'hui de l'Égypte, c'est vraiment d'essayer de devenir une plaque tournante pour le gaz liquéfié en Méditerranée, c'est-à-dire de
d'être le hub où transite le gaz naturel qui arrive d'Algérie, d'Égypte ou d'autres pays producteurs, qui est liquéfié en Égypte parce qu'il y a des installations de liquéfaction qui sont sur la côte méditerranéenne pour être ensuite exporté vers l'Europe, vers le nord de la Méditerranée. Et donc évidemment avec EastMed, en fait, ce projet de hub, enfin ce circuit deviendrait obsolète. Donc globalement, les autorités égyptiennes ne voient pas ce projet d'un très bon œil. Après, les spécialistes de la question que j'ai pu interroger pour l'article que j'ai fait pour le dossier disent que l'Égypte a vraiment pas de souci à se faire en fait, et que EastMed est encore un projet très théorique, beaucoup plus politique qu'économique, enfin dans le sens où au niveau économique, en fait, ça demanderait des investissements énormes de vraiment mettre en place ce projet EastMed, alors qu'aujourd'hui les prix du gaz sont très bas, et donc ça serait très difficile de rentabiliser ces investissements, alors que les installations égyptiennes de liquéfaction, elles sont déjà amorties depuis plusieurs années. Donc pour eux, l'Égypte garde une position très favorable en fait sur le marché du gaz en Méditerranée. Et aujourd'hui, Nina, quels sont les clients ou en tout cas les pays qui sont en relation avec l'Égypte pour soit acheter du gaz liquéfié ou transformé, soit fournir du gaz brut? Est-ce que ce sont des pays méditerranéens qui sont en lien avec l'Égypte pour ces échanges commerciaux-là? Alors oui, il y a d'abord le grand partenaire aujourd'hui de l'Égypte, c'est Israël, puisque donc Israël envoie du gaz de ses propres champs gaziers, donc notamment les champs Léviathan et Tamar, je crois. Donc envoie son gaz brut vers l'Égypte pour être liquéfié. Donc ça, c'est un partenaire très important. Il y a justement un accord qui a été signé en début d'année entre l'Égypte et Israël pour un plus grand transfert du gaz israélien vers l'Égypte dans cette perspective. Et ensuite, ce gaz-là est exporté par différentes multinationales du secteur vers les pays du nord de la Méditerranée, donc vers l'Italie, je pense vers la Grèce, mais enfin voilà, je suis pas sûre à 100% pour les autres. Merci, tu parlais du partenariat avec Israël. On va en discuter avec Inès. Inès, est-ce que tu pourrais nous expliquer dans quelle optique, dans quel état d'esprit sont les Israéliens vis-à-vis de cette question énergétique et de cette question du gaz? Il faut savoir qu'en Israël, le gaz, c'est une question majeure pour les Israéliens parce que pendant plusieurs décennies, Israël ne produisait pas de gaz, en tout cas sur son propre territoire. Il y a eu longtemps des recherches, alors pour les énergies fossiles en général, hein, de pétrole sur le territoire israélien et qui n'ont jamais mené à rien en Israël. Et la première production en fait de pétrole a été dans le Sinaï après 67, après le début de l'occupation du Sinaï par Israël. Et après le traité de paix signé entre Israël et l'Égypte, Israël a dû se retirer du Sinaï et la production a donc arrêté. Donc Israël a toujours eu cette préoccupation de l'énergie parce qu'il n'y a pas d'énergie en fait disponible sur le territoire israélien. En Israël, il y a aussi au sein de la population et aussi au sein des gouvernements successifs, une préoccupation une préoccupation majeure pour l'autosuffisance énergétique, parce qu'on a le sentiment en Israël d'être entouré d'États hostiles, hein, même s'il y a des traités de paix qui ont été signés avec l'Égypte en 79 et avec la Jordanie, donc les deux des voisins d'Israël en 94. Il y a ce sentiment quand même qui est très très fort en Israël d'être isolé, d'être entouré d'États hostiles, d'États ennemis. Il y a une forte préoccupation vis-à-vis de l'indépendance énergétique et des préoccupations énergétiques qui sont assez centrales dans le pays. Il faut savoir que en fait, au début des années 2000, Israël commence
à faire des découvertes en Méditerranée, des champs. Il y a Maribé qui a été découvert dans les eaux israéliennes. Il y a aussi Gaza Marine, donc ça concerne les eaux palestiniennes. Mais ce sont pas des réserves de gaz conséquentes. Donc Israël commence à se poser la question de l'exploitation, parce que l'exploitation coûte cher. Hein. Ce sont des projets qui doivent être menés sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. Et à la fin des années 2010, en 2009 et en 2010, c'est les champs de Tamar et surtout de Léviathan qui vont être découverts. Et là, on a une euphorie en Israël qui apparaît donc dans la presse israélienne, dans le discours du gouvernement, alors des gouvernements Netanyahou successifs, puisque c'est lui qui est au pouvoir depuis cette période, sur le fait qu'Israël va devenir un producteur majeur de gaz et va devenir une puissance énergétique en Méditerranée. Et à partir de ce moment, le pays commence à développer une stratégie à moyen terme pour s'assurer de sa propre indépendance, autosuffisance énergétique, hein, parce que Israël aussi est préoccupé par, on a parlé en fait de l'Égypte qui exportait son gaz vers l'État hébreu, et c'est des exportations qui ont été coupées brutalement au début des années 2010 à cause de la situation sécuritaire dans le Sinaï. Il y avait des pipelines qui ont été notamment endommagés par certains groupes dans le Sinaï. Et Israël a toujours cette préoccupation, le gouvernement israélien a toujours cette préoccupation, comment s'approvisionner sur le plan énergétique. Donc avec le gaz trouvé en Méditerranée, on a une espèce de soulagement dans le pays sur l'autosuffisance enfin trouvée en matière énergétique. Il faut aussi savoir que les Israéliens sont quand même des consommateurs importants. La moyenne israélienne est un peu plus élevée que la moyenne européenne en matière de consommation d'énergie. Si vous allez un jour dans le pays, vous remarquerez que la plupart des maisons sont équipées de climatisation. Il y a une forte au niveau de développement économique du pays. Il y a quand même des attentes en matière de consommation énergétique. Et alors, ISMED, en fait, arrive à un moment où le pays a déjà planifié son autosuffisance, on va dire, a déjà acquis une autosuffisance dans les décennies à venir, une autosuffisance énergétique, et peut commencer à imaginer à exporter son gaz. Et ça arrive aussi à un moment où, pour la première fois, le pays a exporté du gaz à l'Égypte. Donc c'était au début du mois de janvier. On remarquait que dans la presse israélienne, il y avait une espèce d'euphorie avec Ismed, avec le début d'exportation à l'Égypte, mais aussi à la Jordanie. Et à un moment en fait où les Israéliens ont vraiment le sentiment de devenir une puissance, on va dire régionale, en matière énergétique, et ça se retrouvait dans le discours du Premier ministre, à l'époque le Premier ministre par intérim, donc Benyamin Netanyahou, qui parlait d'un moment historique et d'Israël comme une puissance énergétique. Alors, ce projet donc, qui n'est pas encore en construction, mais qui a commencé à être financé en partie par l'Union européenne, notamment pour la phase de recherche. C'est vraiment un projet qui littéralement irait chercher le gaz qui est dans les eaux qui sont au bord des côtes libanaises, israéliennes, voire chypriotes, en fonction de là où seront trouvés tous les gisements qui n'ont pas encore tous été trouvés. C'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on en a trouvé certains. Tu parlais de Léviathan et Tamar, mais il y a des explorations qui sont toujours en cours. Littéralement, ce projet emmènerait du gaz à l'Union européenne. Et donc, tu expliques dans l'article que tu as écrit et qu'on peut retrouver sur le site de 1538 Méditerranée que cela renforcerait un lien commercial entre l'Union européenne et Israël. Et est-ce que tu peux nous expliquer quelles seraient en fait les conséquences pour les Palestiniens? Alors, ouais, un lien commercial parce que les chercheurs que j'ai interrogés étaient globalement, j'étais un petit peu étonnée, assez sceptiques sur Ismed. Ils me disaient que c'était un projet qui était extrêmement coûteux,
que le gouvernement israélien lui-même, même s'il parlait d'un moment historique, même s'il y avait énormément d'euphorie sur ce projet, n'était pas forcément sûr de sa réalisation. D'ailleurs, il faut attendre que le projet se mette en place dans les années à venir. Il faut attendre l'accord de l'Union européenne pour les financements. Et au niveau technique aussi, les pipelines qui relieraient l'État hébreu au reste de l'Europe semblent très difficiles à mettre en place. Donc, il y a beaucoup de limites, en fait, de sceptiques dans les personnes qui ont commenté en fait le projet ISMED. Mais selon les chercheurs que j'ai interrogés, ça pourrait être une porte d'ouverture vers d'autres coopérations, puisque le gouvernement israélien, on l'a vu, tente de se rapprocher, de renforcer la coopération avec la Grèce et Chypre, qui sont en fait pour l'État hébreu des partenaires plus fiables que par exemple la Turquie. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une dizaine d'années, la Turquie et Israël étaient en discussion, en négociation pour coopérer sur l'exportation du gaz israélien. Et il y a eu une coupure des relations diplomatiques à cause du scandale de cette flottille turque qui a essayé de passer le blocus à Gaza. Donc, les négociations qui a mis un terme aux négociations entre les Turcs et les Israéliens. Les relations sont un peu réchauffées, mais avec le gouvernement, disons que le gouvernement Erdogan et le gouvernement Netanyahou partagent une méfiance mutuelle et la Turquie n'est pas vue comme un partenaire, n'est pas vue comme un ennemi, mais n'est pas vue comme un partenaire fiable pour ce type de coopération. Et Chypre et la Grèce et le reste de l'Europe sont vus comme des partenaires beaucoup plus stables. Et ça peut être une occasion pour l'État hébreu de renforcer une coopération sur le plan économique, sur le plan militaire aussi. Il y a eu des exercices militaires qui ont été menés avec l'armée grecque, c'est assez peu connu. Donc, ça peut être une voie d'ouverture vers autre chose, même si les Israéliens ne sont pas convaincus que ce projet ISMED mènera vraiment à quelque chose. Et pour les Palestiniens, en fait, concrètement, sur le court terme, ça n'aura pas d'incidence sur les Palestiniens parce qu'ils ne sont pas partis à l'accord. Donc, je parlais tout à l'heure du champ Gaza Marine. Donc, il y a du gaz au large de Gaza. C'est le premier qui avait été découvert au large des côtes palestiniennes et israéliennes, mais il n'a jamais été exploité. Alors déjà parce que au début, c'était à la fin des années 90 qu'il a été découvert. Il y avait des discussions qui avaient été engagées entre les Palestiniens et les Israéliens pour l'exploitation de ce gaz. À l'époque, il y avait une espèce d'effervescence parce que les accords d'Oslo avaient été signés quelques années auparavant. Donc il y avait un esprit qui était différent entre les Israéliens et les Palestiniens et une coopération qui aurait pu être possible pour l'exploitation de ce champ. Mais après, la seconde intifada a éclaté en 2000 et en 2006, le Hamas gagne les élections législatives et en 2007, il s'empare du pouvoir à Gaza. Donc là, début du blocus israélien sur Gaza, une coupure totale avec ce territoire palestinien et évidemment plus de coopération envisagée pour l'exploitation de Gaza Marine. Et entre-temps, Israël découvre, en tout cas les partenaires d'Israël découvrent du gaz dans les eaux israéliennes et c'est des champs gazés qui sont beaucoup plus importants que Gaza Marine. Donc les Israéliens, au-delà même du fait que le Hamas était considéré comme un groupe ennemi, ne voyaient plus vraiment d'intérêt à coopérer avec les Palestiniens, à faire des négociations qui allaient durer longtemps pour finalement des réserves de gaz qui n'en valaient pas vraiment la peine. Point de vue israélien. Donc, ce gaz palestinien n'a jamais été exploité. Les Palestiniens ne sont pas partis à l'accord ISMED, mais j'ai interrogé un chercheur palestinien qui s'appelle Tarek Bakoni, si vous voulez aller voir ses recherches. Il travaille beaucoup sur les questions énergétiques notamment, et il m'a dit que selon lui, à terme, ce type d'accord, mais c'est pas propre à ISMED, mais ça concerne tous les accords que Israël pourrait passer avec des États européens, pourrait avoir une incidence sur la question palestinienne et sur la défense des droits des Palestiniens dans l'Union européenne, dans
parmi certains États membres, parce que les États membres sont très divisés sur la question palestinienne, et pourrait à terme éventuellement relâcher la position qui est considérée quand même comme ferme de l'Union européenne, parce que des intérêts économiques, énergétiques surpasseraient les préoccupations pour les droits des Palestiniens. Oui, alors justement, aujourd'hui en Europe, on est vraiment dans un moment où les Européens cherchent à diversifier les sources d'approvisionnement en énergie et cherchent à se détacher, entre autres, de la dépendance pour certains au gaz russe, parce qu'après le conflit qu'il y a eu entre la Russie et l'Ukraine, il y avait eu un souci à un moment d'approvisionnement. Donc vraiment, il faut avoir en tête que en Europe aujourd'hui, l'objectif, c'est d'arriver à diversifier son gaz. Et il faut savoir que en Espagne, en Italie, en France, on importe du gaz qui vient du sud de la Méditerranée, donc notamment de l'Algérie et puis de la Libye. Donc c'est une question qui est importante, c'est-à-dire que pouvoir avoir un autre fournisseur, c'est l'objectif aujourd'hui, clairement, des Européens. Qui ce sera pour l'instant, on ne sait pas, mais c'est ce qui explique que certains pays européens se soient publiquement indignés de l'accord sur les eaux territoriales qui a été passé entre les Turcs et les Libyens, et c'est ce qui explique qu'un certain nombre de pays aujourd'hui font un travail diplomatique très intense pour arriver non pas à trouver une solution, mais en tout cas à avoir une idée claire de ce que va être la tendance dans les prochaines années pour pouvoir faire les investissements qui s'imposent. Alors, on le disait tout à l'heure, au large, donc dans la Méditerranée, dans la mer Méditerranée à l'est, au large du bord est méditerranéen, il y a un énorme gisement de gaz qui est encore pas complètement exploité, même si les champs qui sont exploités par Israël ont révélé être importants. Il y a un autre pays de la région qui, même si a priori il pourrait lancer des explorations, ne l'a pas fait, et surtout est un pays qui utilise très peu de gaz. Et ce pays, c'est le Liban. Colline, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le rapport des Libanais au gaz? Parce que je pense que dans d'autres parties de la Méditerranée, on ne se rend pas compte de la différence qui peut exister entre certains pays qui sont pourtant voisins. Inès parlait tout à l'heure d'Israël et de ses climatiseurs, de ses maisons très consommatrices en énergie, et de cette consommation qui était légèrement supérieure à celle des Européens. Qu'en est-il aujourd'hui au Liban? Alors au Liban, en fait, l'enjeu du gaz, il est un peu particulier. On n'est pas du tout dans une recherche d'indépendance, parce qu'en fait, personne n'a l'illusion de croire que les champs au large pourront permettre au Liban d'atteindre la dépendance. Mais il y a quand même un enjeu derrière qui est la fourniture d'électricité. Parce qu'en fait, le pays n'arrive même pas à fournir de l'électricité 24 heures sur 24 à l'intégralité de sa population. Et ce qui était criant il y a quelques années, et qui était un petit peu comme un décalage entre la capitale et le reste du pays, est encore plus vrai aujourd'hui, parce qu'en fait, le pays a encore plus de mal en ce moment, dans la situation financière dans laquelle il est, à acheter en fait le mazout qui est nécessaire pour produire l'électricité, puisque les centrales électriques en fait ont besoin de mazout. Et là, on est dans une situation où même à Beyrouth, même au cœur de la capitale, il y a des jours où on a 12 heures de coupure électrique par jour. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour les Libanais, en fait, ça commence à être très pesant, parce qu'on n'est même pas dans une situation où on va vers une amélioration. Là, on est même dans une situation où on régresse. Alors, tout ça nécessiterait d'entrer vraiment dans une explication de qu'est-ce qui a mené le pays dans cette difficulté économique. Mais l'enjeu du gaz aujourd'hui, il est vraiment de dire que les centrales électriques au Liban, elles sont en capacité de fournir de l'électricité grâce au gaz. En tout cas, certaines d'entre elles, elles ont été conçues comme ça. Pour le moment, le gaz n'arrive pas dans le pays. En tout cas, pas le gaz domestique, parce qu'il y a du gaz dans les cuisines, en bonbonnes, etc. Mais là, on parle du gaz en tant que qui arrive avec un pipeline et qui peut être stocké, etc.
Donc là, ce gaz-là, pour le moment, n'arrive pas dans le pays, donc on achète du mazout. Et on a de plus en plus de difficultés à acheter ce mazout qui est pourtant nécessaire à produire l'électricité. Et parallèlement à ça, il y a eu effectivement Israël qui s'est lancé dans l'aventure du gaz. Et les Libanais, en fait, ont pensé et ont voulu croire qu'eux aussi pouvaient se lancer là-dedans. Ça a pris un petit peu de temps pour lancer les appels d'offres, etc. Mais il y a quand même là des explorations qui sont en cours, puisqu'il y a les premiers lots qui ont été adjugés à des compagnies pétrolières, enfin en tout cas des grands groupes que sont Total, le français, Eni l'italien, et puis il y a aussi des Russes dans l'affaire. Et donc là, pour le moment, il y a 2 blocs qui ont été attribués. Un qui est un petit peu au nord de Beyrouth, au large de la ville de Batroun, et l'autre qui est à la frontière entre le Liban et Israël, dans une zone dont une partie, pas la totalité, mais est dans une zone contestée entre les 2 pays. Et c'est là, en fait, où la question, elle devient économique et géopolitique, parce que, en fait, par exemple, moi, j'ai essayé de comprendre un petit peu ce qui pouvait lier ces grandes multinationales avec l'État libanais. Et le fait est que les multinationales, elles pensent quand même trouver quelque chose, hein, parce qu'elles investissent quand même de l'argent sans savoir si elles vont repartir avec quelque chose. Et la personne que j'ai interviewée, elle me disait, par exemple, qu'ils sont prêts à mettre 112 millions de dollars pour aller explorer les 2 blocs qu'on leur a attribués. Pour le moment, d'ailleurs, fin avril, le ministre libanais de l'énergie a admis que les premières explorations, en tout cas au large de Batroun, elles n'avaient pas permis d'imaginer qu'il y aurait une exploitation commerciale qui serait possible, mais ça continue, en tout cas au large de Batroun, et ça n'a pas commencé dans la partie plus au sud, qui est la partie en fait qui est géopolitiquement la plus risquée. Et en fait, les multinationales, elles prennent vraiment en compte ce risque-là, parce qu'en fait, dans le pourcentage qu'elles s'engagent à reverser à l'État libanais, elles ont calculé de fait que le pourcentage serait plus important du côté de Batroun que du côté à la frontière, parce qu'elles prenaient plus de risques potentiellement d'aller explorer cette zone-là. Et en fait, pour revenir un petit peu sur le contexte historique, Israël et le Liban n'ont pas repris de relations diplomatiques depuis les années 2000, où Israël a quitté le territoire au sud du Liban. Donc c'est une zone très tendue. Alors la personne que j'ai rencontrée, qui est à la tête d'une ONG qui s'intéresse particulièrement à ces enjeux de gaz, elle me dit, au bout d'un moment, ils seront obligés de se mettre autour d'une table et ils seront obligés de discuter, parce que l'enjeu est important et que le puits de gaz, lui, il ne va pas essayer de savoir s'il est en zone libanaise ou en zone israélienne. Et que peut-être à un moment donné, il faudra s'entendre justement parce que il y aura un petit peu de chaque côté de l'enjeu à déterminer en fait qui a le droit de prendre quoi. Pour le moment, on n'y est pas. Hein. Politiquement, en tout cas au Liban, c'est très, très, très compliqué d'envisager ça pour le moment. Mais elle pense qu'économiquement, à un moment donné, en fait, ils y seront forcés. Et plus prosaïquement, en fait, il y a vraiment un enjeu d'arriver à savoir comment produire de l'électricité pour tout le monde, quoi. Même si après, pardon, je voulais juste préciser parce que c'est quand même quelque chose qui est dans la tête des gens. Hein. Personne ne se dit que c'est grâce au gaz qu'on va arriver à avoir 24 heures sur 24 de l'électricité au Liban. Mais ça peut être une partie de la solution, disons. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais, et ça va être une question ouverte à tout le monde, on a eu une question sur la page YouTube où on diffuse ce débat en live. La question était, est-ce que ces frontières maritimes, ces limites entre les eaux territoriales ne sont pas les nouvelles frontières qui vont apporter des conflits? Particulièrement, je pense à Israël et au Liban, mais peut-être aussi pour les Égyptiens ou peut-être Mathieu peut nous dire un mot sur la Turquie. Est-ce que dans les pays sur lesquels vous travaillez, ces eaux territoriales ont été ou peuvent être source de conflits? Je ne sais pas qui veut commencer. Je peux commencer peut-être avec les relations entre Israël et les Palestiniens. Il y a quand ils ont commencé à découvrir donc les champs au large des côtes israéliennes, il y a ce premier champ Maribé qui est plus petit que Tamar et Léviathan, qui est plus situé au sud. En fait, il est pas très loin
de la zone palestinienne. Et il y a la question qui a été posée de est-ce que les Israéliens n'étaient pas en train de pomper du gaz palestinien qui se situerait entre les deux zones maritimes. Et ça a commencé à créer des tensions. Des chercheurs, des journalistes ont commencé à dénoncer une exploitation qui pourrait être abusive, voire illégale, d'un gaz qui pourrait éventuellement être palestinien. Maintenant, Maribé n'est plus exploitable. Enfin, ils ont vidé le champ, donc c'est une question qui se pose plus vraiment, mais ça s'est posé en ces termes et ça a pu être révélateur de certaines tensions entre les Israéliens et les Palestiniens, même si je pourrais ajouter que pour les Palestiniens et les Israéliens, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'enjeux qui recouvrent l'exploitation du gaz et aussi notamment l'indépendance possible des Palestiniens sur le plan énergétique, sur le plan économique. C'est un enjeu qui peut effrayer les gouvernements israéliens, parce que on l'a vu avec l'exploitation de gaz à marine qui n'est jamais venu. Les Israéliens n'ont pas envie de voir un groupe comme le Hamas exploiter du gaz, et ça recouvre aussi, ça montre aussi les tensions qui sont présentes entre les Palestiniens eux-mêmes depuis la prise du pouvoir du Hamas à Gaza en 2007, puisque l'autorité palestinienne, de manière non publique, totalement, je vais dire entre guillemets dissimulée, enfin de manière non assumée, on va dire, ne s'accorde pas avec le Hamas pour une exploitation du gaz à marine, parce que l'autorité palestinienne à Ramallah est dominée par le Fatah, Gaza est dominée par le Hamas, et les deux parties ne sont jamais réconciliées. Donc même les Palestiniens entre eux ne s'accordent pas sur une exploitation du gaz palestinien. Donc, ça recouvre des tensions, des relations assez complexes entre Palestiniens. Nina, est-ce que tu voulais dire un mot sur éventuellement ces frontières maritimes qui peuvent être source de conflits futurs éventuels? Alors j'imagine qu'il peut y avoir des conflits à un moment ou à un autre entre l'Égypte, Chypre et Israël, mais bon, pour l'instant on est plutôt dans le cadre d'un partenariat clair entre Israël et l'Égypte sur la question du gaz. Mais effectivement, les champs gaziers les plus importants qui ont été découverts par les Égyptiens, ils sont à la limite de la zone des eaux territoriales chypriotes. Donc c'est clair que à l'avenir, il est possible que ça pose problème à un moment ou à un autre. Mathieu, est-ce que autour de la Libye, il y a eu cette question-là des eaux territoriales qui pouvaient être source de conflit? Oui, mais en fait, à l'intérieur même de en fait, la zone exclusive économique, donc sous-marine, plus importante, où on suspecte que les réserves sont les plus importantes, sont à l'est de la Libye, donc qui est le territoire contrôlé par Khalifa Haftar encore actuellement. Sauf que la compagnie nationale pétrolière qui gère ça est installée, elle, à Tripoli. Et donc la signature qu'il y a eu entre la Turquie et le gouvernement d'union nationale a été donc à Tripoli. Donc on peut imaginer le scénario où, après avoir eu des combats sur terre, dans les airs, le conflit se déplace en mer et sur ces fameuses zones économiques, qui est géographiquement encore dans la sphère d'influence de Khalifa Haftar, mais qui légalement, juridiquement et reconnu internationalement, dépend de la NOC, de la compagnie nationale pétrolière, qui, elle, est installée à Tripoli. Merci Mathieu. Colline, est-ce qu'il y avait des difficultés? Alors tu parlais tout à l'heure de la zone qui était avec Israël, mais dans l'histoire
de ces dernières années. Quelles sont les tensions qui ont eu lieu éventuellement avec le Liban face à cet énorme champ potentiel de gaz et d'hydrocarbures qui est dans la région? Pour le moment, on ne peut pas forcément dire qu'il y a eu des tensions. Je pense qu'il y a une peur d'avoir des tensions. À partir du moment en fait où l'exploration commencera, surtout dans cette zone-là qui est la zone contestée. Le Liban et Chypre n'ont pas forcément de conflit, donc ça ne se jouera pas forcément entre ces deux pays-là. Je pense que politiquement, en fait, c'est le voisin israélien qui inquiète. Enfin, ceux qui auraient intérêt à ce que économiquement ça fonctionne. Et puis, enfin, tout simplement parce que dans la société libanaise, encore aujourd'hui, je pense que quels que soient les partis politiques, pour le coup, alors que sur plein d'autres sujets, ils peuvent être divisés, là, il y a quand même une volonté assez générale de n'avoir aucun lien avec Israël. Enfin, pour dire, par exemple, au Liban, si moi, avec mon passeport, je pars en visite à Israël, en Israël, je ne peux pas revenir au Liban, par exemple, si j'ai un tampon d'Israël sur mon passeport. C'est interdit. Par exemple, si on se rend à l'aéroport, même si on a fait en sorte d'avoir une escale, par exemple, par Chypre, pour aller en Israël, et que la compagnie MEA, qui est la compagnie nationale libanaise, le sait, elle n'acceptera pas que vous prendiez le vol. Que vous rendiez, en fait, parce qu'ils savent quelle est votre destination finale. Donc, il y a ça qui est latent, en fait, mais qui est lié à l'histoire. Enfin, je veux dire, dans les années 80, Israël a débarqué dans le sud Liban, ils sont remontés jusqu'à Beyrouth. Il y a une histoire entre les deux pays qui est très tendue. Et c'est souvent, en plus, utilisé politiquement en interne, notamment par le Hezbollah, qui, en fait, petit à petit, s'est construit une image d'armée, en fait, qui était capable de, justement, combattre cet ennemi au sud et de le faire sortir, en fait, des frontières libanaises. Et donc, du coup, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est souvent utilisé. Il y a ce ressort politique qui est très courant. Donc, pour le moment, je pense que il n'y a pas de justification à aller négocier avec eux. Après, est-ce que les intérêts économiques vont parler? Est-ce que Total, qui explore la zone avec le consortium, s'ils trouvent que dans le puits, dans cette zone-là un peu stratégique, il y a de quoi faire tourner une centrale thermique libanaise, est-ce que tout le monde ne va pas avoir l'intérêt de se mettre autour de la table? Ça, personne ne le sait. Mais pour le moment, en fait, des frictions concrètes autour de ça, non. Mais c'est potentiel, en fait. C'est tout l'enjeu aussi. Si je peux rajouter, juste par rapport au gaz israélien, il y a eu des exportations vers la Jordanie qui ont aussi été très médiatisées, comme celle vers l'Égypte en janvier dernier, qui ont commencé. Et ça a créé en fait des tensions, non pas entre la Jordanie et l'État hébreu, hein, qui sont donc en paix depuis 1994, mais au sein même de la société jordanienne. Parce qu'il faut savoir qu'en Jordanie, il y a une partie majorité, alors je n'ai pas de chiffre en tête, mais c'est une majorité très forte de la population qui est d'origine palestinienne, enfin, qui est réfugiée palestinienne, due à la Nakba en 48 et puis en 67, donc les deux exodes palestiniens. Donc en Jordanie, il y a la question palestinienne est très sensible et l'exportation du gaz israélien vers la Jordanie a créé des tensions et a entraîné des manifestations qui étaient quand même très importantes et qui ont inquiété le pouvoir jordanien qui est déjà en difficulté depuis quelques années à cause de la dégradation de la situation économique dans le pays. Donc c'est pas les tensions qu'on retrouve entre deux États, mais c'est au sein même d'un État comment l'enjeu du gaz a pu créer des tensions sociales et les Palestiniens sont très, les réfugiés palestiniens là-bas sont très mécontents de l'exportation du gaz israélien, de l'arrivée du gaz israélien au pays. Alors en termes pour donner un peu plus d'infos sur ce que
cette actualité a pu provoquer, donc on en parlait au début, de cet accord qui a été signé sur les eaux territoriales entre la Libye et les Turcs. Donc en réaction, je pense que c'était hier ou avant-hier, ce sont les Italiens et les Grecs qui, eux, ont signé un accord sur leur zone économique maritime. Et donc là, c'est la même chose, c'est-à-dire que ce sont deux pays qui vont essayer de tracer une ligne de territoire qui leur appartient. Et l'idée, c'est de contrer cet accord qui a été conclu entre les Turcs et les Libyens. Donc, il se pourrait aussi que dans les semaines et les mois qui viennent, il y ait une évolution de la situation, et il faut bien garder en tête que derrière, voilà, se pose cette question du gaz dans la région. Alors, il y a deux choses qu'on n'a pas pu aborder ce soir parce que les journalistes qui ont traité ces questions n'étaient pas disponibles, mais je vous invite à aller lire sur le site de 1538 Méditerranée ce dossier. Le lien sera mis dans la description de la vidéo. Il y a deux aspects très importants. Le premier, c'est pour quelles raisons est-ce que les Turcs ont décidé d'aller à la fois signer un accord sur la zone maritime, mais aussi de s'investir militairement. Uras, qui est le journaliste qui travaille en Turquie pour 1538 Méditerranée, explique très bien qu'il y a un enjeu en Turquie de politique interne, alors que Erdogan aujourd'hui est fragilisé par une opinion publique qui est de plus en plus critique vis-à-vis de lui, de son gouvernement, de son bilan. Donc, c'est important aussi à comprendre que ce n'est pas juste une volonté militaire, si on veut, mais c'est aussi un besoin d'obtenir de la satisfaction interne, en tout cas la Turquie a régulièrement utilisé les conflits dans la région, la participation au conflit comme elle l'a fait en Syrie, pour regagner une opinion favorable interne. Et puis le deuxième point, qui est un article de Hélène, c'est qu'aujourd'hui en Europe, la question du changement climatique et de la transition énergétique est quelque chose d'important. Et malheureusement, donc on disait tout à l'heure que ce projet EastMed doit être financé en partie par l'Union européenne. Il y a des voix, disons militantes, plutôt écologistes, qui essayent de mettre en valeur la transition énergétique et qui ne veulent pas qu'on soit vers plus de gaz, qui essayent de s'opposer à ces projets, mais malheureusement, le fonctionnement des institutions européennes fait qu'aujourd'hui, il n'est pas possible d'exprimer son opposition à un seul projet, parce que c'est pas comme ça que c'est présenté aux élus européens. Mais ce qui est présenté aux élus européens, c'est une liste dans laquelle il y a beaucoup de projets différents, et vous ne pouvez vous exprimer que en faveur ou contre cette liste, et non pas en faveur ou contre un projet. Donc il y a parfois dans cette liste des projets pour lesquels les députés, notamment écologistes européens, sont favorables à ces projets-là, mais il va y avoir entre deux projets un projet de type EastMed. Et donc, le combat aujourd'hui des gens qui sont favorables à une transition énergétique, c'est de changer ces modalités techniques de vote au sein des institutions européennes. Et ça, vous pouvez le retrouver donc dans l'article de Hélène qui est sur le site de 1538 Méditerranée. Voilà, on va mettre un terme à ce débat qui, pour un premier débat de part et d'autre de la Méditerranée, s'est passé techniquement plutôt très bien. On n'a pas eu de connexion Internet qui a explosé en vol. Merci Inès, merci Anina, merci à Mathieu, merci Colline. Vous pouvez retrouver le dossier sur le site 1538méditerranée.com, le lien sera mis en bas de la vidéo, et on espère que pour le prochain dossier, on pourra faire un vrai débat et en présentiel, et qu'on ne sera pas obligé confiné de faire ceci sur Internet. Merci beaucoup à vous et bonne soirée.